J'avais un grand-père qui était un personnage assez extraordinaire, qui était à la fois musicien et ingénieur et inventeur. Il a inventé une des premières consoles de mixage avant la guerre et pour l'anniversaire de mes 10-11 ans, il m'a offert un magnétophone Grundig allemand qui était une bête monstrueuse et j'enregistrais tout en fait. Puis un jour, par erreur, j'ai passé la bande à l'envers et j'ai cru que c'était des aliens qui me parlaient et à partir de là, j'ai commencé à me passionner par le trafic de son. Je jouais dans des groupes de rock où en fait je passais mes solos de guitare à l'envers, etc., sans savoir que ça allait devenir quelque chose qui allait faire partie de mon ADN dans la création musicale. Et là, je suis resté 3 ans chez Schaeffer, où là, je me suis vraiment habitué à explorer toutes les techniques sonores, la spatialisation, le travail sur les textures et sur le son, et puis, pour la première fois, rencontrer des gens qui ne considéraient pas la musique en termes de notes basées sur le solfège, mais en termes de son. Et au fond, de se dire que la différence entre un bruit et la musique, c'est finalement la main du musicien ou l'intention du musicien. J'ai toujours considéré que la mélodie était quand même au centre de la musique. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était donc de créer, au fond, un pont entre l'expérimental et puis la pop, d'une certaine manière. J'avais l'intention, sur un projet précédent qui s'appelait Electronica, on devait collaborer avec Pierre-Henry. Et puis, finalement, il est tombé malade, il est décédé. Et j'ai eu le plaisir de savoir qu'en fait, il m'avait légué, donc à titre posthume, des sons que j'ai pu récupérer pour une collaboration future. Je me suis dit, tiens, c'est le bon moment, au fond, de rendre hommage à cette période qu'on connaît mal, avec quelqu'un comme Pierre-Henry, qui a été un défricheur en termes de recherche sonore, de rendre hommage à un moment décisif pour la musique électronique et la musique électroacoustique et la manière dont on fait de la musique aujourd'hui, c'est-à-dire justement la recherche sonore et la manière dont on peut faire évoluer les timbres. Et en fait, l'osmose d'expressif répond à ce genre de besoin aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir qu'en France, en Europe, on a souvent séparé la culture de la tech. Et en fait, elles sont intimement liées. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé le synthé, que des gens comme moi font la musique qu'on fait, ou qu'on a inventé, les frères Lumière ont inventé la caméra au cinéma, qu'on a eu Fritz Lang, Godard ou Tarantino. Donc on voit bien que c'est intimement lié et que plus que jamais, aujourd'hui, on est dans un moment de disruption. On le voit bien dans les bandes-son de cinéma, on le voit bien dans le monde de l'électro, du hip-hop, qui fait qu'il y a une vraie démarche sur l'exploration des textures sonores. Par exemple ça. Ça, quand on le rentrant, je l'ai rentré dans différentes pédales et dans un ampli de guitare. Et en fait, et ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle Kinetic Dragon. Et en fait, au départ, ça ne fait pas nécessairement trop penser à un animal, mais je l'ai rendu vraiment beaucoup plus animal qu'il n'est au départ. Et c'est aussi dans une des parties d'Oxymore, ça. Que beaucoup de gens, d'ailleurs, penseront que ces sons viennent de Pierre-Henry, d'ailleurs. Ce qui est bien, ça. La musique électroacoustique ou la musique concrète est faite justement de cette espèce de rapport entre des bruits ou des sons qui n'ont pas été du tout faits pour pouvoir rentrer dans un contexte musical et pourtant qui vont l'être. Ce qui est intéressant par rapport à la modélisation physique aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse recréer un son qui va être, qui peut rappeler un son très familier, mais qu'on va pouvoir décaler sur le plan de l'interprétation, qu'on va pouvoir décaler sur le plan de son contenu harmonique. Et évidemment, ça ouvre une palette infinie à partir d'une lutherie traditionnelle à laquelle, culturellement, on est habitué. Il y a eu pas mal d'essais et d'expérimentations sur le fait que des fabricants se penchent justement sur le fait de pouvoir faire évoluer un son. Et souvent, c'est une approche qui est souvent très cérébrale et très technique. C'est une approche d'ingénieur et qui finalement a tendance à laisser le musicien un peu de côté. Osmose est un excellent exemple de la manière de penser différemment l'interprétation et la création sonore. Le problème du musicien, c'est toujours le problème de l'interface. On n'a pas beaucoup exploré dans l'électronique le niveau de l'interprétation. On est devenu finalement des luthiers, ce qui était une attente et une frustration, je pense, depuis des siècles des musiciens, de pouvoir fabriquer leur propre son. Mais en fait, on ne s'est pas tout de suite penché sur les possibilités infinies que la technologie apporte, de pouvoir justement arriver, à partir d'un son, de pouvoir le manipuler, mais de manière tactile. Pour moi, ce
qui rend Osmose aussi assez spécifique et assez particulier, c'est le fait qu'on est face à un instrument qui nous renvoie à une lutherie totalement traditionnelle. Une lutherie qui rappelle le piano, qui rappelle le clavecin. Et quand on commence à mettre ses mains dessus, on s'aperçoit que, presque de manière mystérieuse, qu'on peut faire totalement autre chose. Et du coup, c'est ce sentiment d'exploration qui n'a pas besoin de manuel, qui n'a pas besoin d'explication, mais qui fait qu'on est en prise directe avec une manière mystérieuse de faire évoluer un son de manière totalement inattendue. On est constamment surpris par ce qu'on est en train de faire. Et donc cette notion d'émerveillement, elle est aussi très importante par rapport à l'inspiration, par rapport à la création, par rapport à la composition, la notion d'accident aussi. Ce qui est intéressant avec Osmose, c'est qu'on peut créer ses propres accidents. C'est-à-dire comme disait Salvador Dali, nous ne sommes pas où nous allons. J'ai reçu le Osmose au milieu de la production d'Oxymore, et en fait, je m'en suis vraiment servi pour faire évoluer des textures, carrément en live. Chacun peut l'approcher d'une manière spécifique. Les concepteurs ont mis à disposition des musiciens suffisamment de possibilités de faire varier l'évolution d'un son pour arriver à être pertinent aussi bien dans un contexte de hip-hop, de rock, de musique classique, de jazz ou d'électro. Ça pourrait être un début d'œuvre de Pierre Henry, juste avec ce son-là. Il pourrait faire ça pendant 3 quarts d'heure. Quand on écoute un son comme celui-là, en fait, on s'aperçoit que dès le départ, il y a une volonté d'expressive, d'avoir une vraie réflexion sur la recherche sonore. Il y a une vraie parenté entre ces premiers défricheurs sonores en France, de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry, de Martenot aussi. Il y a toute une école française de recherche sonore dont l'Osmose fait partie. Et je pense que, d'une certaine manière, Osmose lui rend hommage. Ce côté un peu Alice au pays des merveilles, quoi. C'est la simplicité d'accès, c'est l'accès direct à un résultat. Cet accès direct à la matière sonore, c'est ça qui fait la différence avec, à mon avis, les autres instruments que j'ai pu approcher. Alors, on a parlé de la modélisation, mais la qualité des sons, on peut être extrêmement numérique, extrêmement agressif, on peut être très organique, on peut être très acoustique. Ça recouvre une palette sonore très très large. Et je sais pas comment vous arrivez à vous démerder avec ça, mais c'est très fort parce que je pense pas qu'on puisse le comparer sur ce plan-là aussi, mais sur le plan sonore, il y a une grande diversité et toujours une grande chaleur. C'est ça même dans les sons qui sont très distordus, très extrêmes, très saturés, il y a toujours cette espèce de côté un peu organique, quoi, organique, sensuel, qui fait que ça peut s'intégrer aussi dans les mix d'une manière assez facile. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 sortes de sons dans Osmose qui sont des sons féminins et des sons masculins, je dirais. Il y a des choses qui sont... je parle encore une fois dans les textures et tout ça, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et... J'aime beaucoup celui-là. Ça sont tous des sons d'Osmose
que j'ai intégré. Et en fait, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de gens qui pensent qui ont une sorte de fausse pudeur à dire il faut surtout pas utiliser des presets. Et il faut les transformer. Mais on a passé des siècles à utiliser un son de piano, un son de violon qui était un preset définitif. À partir du moment où le son est intéressant, c'est ce qu'on en fait qui est intéressant. C'est pas le fait de se dire « Ah, mais surtout, je vais mettre un point d'honneur à le transformer pour que ce soit le mien ». C'est le sien à partir du moment où on se l'approprie. Oxymore est fait de sound effects. Et moi, j'ai utilisé beaucoup de sound effects, de la librairie sound effects qui est extrêmement riche sur le plan sonore et qu'on peut vraiment modifier, moduler. En plus, bon, là, on peut le moduler à partir de ça, mais je lui ai fait subir toutes sortes de traitements avec même des pédales de guitare, des pédales. Enfin, moi, j'aime beaucoup utiliser tous les effets aussi hardware extérieurs, de pouvoir rentrer ça dans des haut-parleurs aussi, dans des amplis. Il y a vraiment cette parenté, ce pont qu'on retrouve absolument pas dans d'autres instruments japonais, américains. C'est pas du tout la même approche sonore. C'est ça qui m'a vraiment séduit. Et cet instrument a beaucoup à dire et a beaucoup à apporter à des musiciens d'autres cultures, d'autres pays. Des musiciens indiens comme A.R. Rahman, par exemple, que j'aime beaucoup, qui a une approche évidemment liée à son pays d'origine, à l'Inde, et qui forcément va pouvoir prendre de cet instrument quelque chose qui en fait va être lié à ses racines. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre ce qui est international et ce qui est universel. Ce qui est international, c'est finalement Coca-Cola, McDonald's, c'est-à-dire de pouvoir être digéré par le plus grand nombre de gens dans le monde. Et être universel, c'est au fond creuser dans son propre jardin et de pouvoir retrouver des éléments qui puissent être ressentis par un Chinois, un Brésilien, un Esquimau, un Américain. Et d'une certaine manière, cet instrument-là, c'est ça. C'est-à-dire le fait de pouvoir ressenti de manière universelle et pourtant en ayant une signature, à mon avis, très profondément française et européenne. Je le dis vraiment avec beaucoup d'affection pour ce projet. On sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui, difficile pour une compagnie de pouvoir arriver à un tel niveau de perfection.